Question, Elisabeth Martichoux, est-ce qu'elle est gouvernable? Est-ce qu'elle sera gouvernable, cette Assemblée nationale? Le ministre de l'économie disait tout à l'heure, Bruno Le Maire, ça ne va pas être facile, on va y arriver. Bah oui, je schématise évidemment, je paraphrase. Comme François Ruffin, le pays est bloqué. Non, bien sûr. Et il va au contraire, dans la foulée de ce qu'on vient d'entendre dans la bouche d'Olivier Véran, nous avons une majorité. Alors effectivement, vous lui avez dit, elle est très 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 relative, ça va être compliqué. Mais ce soir, il ne s'avoue pas vaincu. Et il ne s'avoue à peine d'ailleurs, il s'avoue à peine déçu. Il n'y en a pas beaucoup, on n'a pas beaucoup entendu de baron de la Macronie venir sur les plateaux dire à quel point c'est quand même, au-delà du dépit électoral, c'est une énorme claque électorale. Absolument. On a parlé de séisme, on peut parler de tsunami. Ça n'est pas du tout, c'était pas du tout le plan. Je crois qu'il y a un film qui s'appelle comme ça, c'était pas le plan. C'était pas du tout le plan d'Emmanuel Macron, il faut juste le redire. Emmanuel Macron était persuadé que s'il réussissait l'exploit de se faire réélire, et il s'est fait réélire largement, il aurait une majorité absolue. Donc ce soir, c'est une soirée cauchemar, c'est la soirée cauchemar. Et je voulais juste te dire que si le scénario avait quand même été ces derniers jours envisagé, il a été envisagé. La difficulté avec Emmanuel Macron, c'est de savoir quelles conséquences très concrètes, quelles décisions concrètes il va prendre, et cela, effectivement, dans une logique parfois de procrastination. On verra s'il arrive à enclencher très vite des décisions, des prises de parole devant les Français, comme l'évoquait Jérôme Jaffray tout à l'heure. Il faut qu'il parle aux Français. Mais on attend toujours Elisabeth Borne depuis 20 heures. Hein. Et je pense qu'effectivement, comme le dit aussi Arlette, il y a une forte attente pour savoir ce que Emmanuel Macron en tire comme conséquence, parce que la donne a changé. Et cela nous dit probablement quelque chose, le temps que met la Première ministre à réagir. Regardez ces dernières projections affinées. Pour Ensemble, on est entre 230 et 240 sièges. Pour la NUP, entre 165 et 175 sièges. Pour le Rassemblement national, vous le voyez, on est entre 80 et 85 sièges. Concernant la droite LR-UDI, entre 62 et 68 sièges. Ce sont les derniers chiffres qui viennent de nous parvenir. Dernière projection. On va évidemment affiner tout cela tout au long de la soirée, Ruth. Alors, c'est une question quand même. On n'a jamais vu sous la Ve République un tel hémicycle. Hein. C'est simple. Donc, on peut se poser toutes les questions. Ouais. Comment est-ce qu'on gouverne ceci? Est-ce que c'est, comme certains commencent à le dire, une forme de crise de régime? Est-ce que la Ve République est en cause ce soir? Est-ce qu'elle peut continuer de fonctionner? Ou est-ce que elle est, elle est mise en échec parce qu'on n'a jamais eu à ce point une majorité relative? Oui, moi, je ressens ce soir une forme de crise politique larvée. Mais larvée au sens où elle va se poursuivre durant de longues semaines et de longs mois, avec un Français sur deux, plus d'un Français sur deux qui n'a pas voté, avec le Rassemblement national qui fait une percée que personne n'avait prévue. Quand on commence à regarder les premiers reports de voix dans les duels entre Rassemblement national et la NUPES, on a près de 8 électeurs de la majorité sur 10 qui se sont abstenus. Les électeurs qui votaient Emmanuel Macron, désormais en cas de duel entre le parti de Marine Le Pen et le parti de Mélenchon, ils s'abstiennent. C'est la fin du Front républicain, c'est une page qui se tourne pour la vie politique française. On a un président de la République qui s'est trompé de stratégie, qui a eu une stratégie de non-campagne, une stratégie d'appel vers la gauche et qui voit en boomerang cette Assemblée lui revenir, avec une forme, me semble-t-il, de crise politique et dans les têtes de gouvernement provisoire dans les esprits de beaucoup, on va voir comment se passent les prochaines semaines, une dissolution dans les prochains mois. On peine à imaginer qu'on va rester de très longs mois avec, compte tenu des enjeux du pays, des réformes à mener, avec une Assemblée aussi instable. Alors là, tout le monde n'est pas d'accord autour de la table. On va en parler dans un instant, 21h36, juste avant, s'il vous plaît, parce qu'il va se passer encore beaucoup de choses ce soir. On attend notamment la réaction d'Elisabeth Borne, la Première ministre. Juste avant, donc, un point sur ce gouvernement qui a souffert ce soir. Benjamin Cruard, des ministres importants ont été mis au tapis.
Oui, 21h36 et déjà 3 ministres battus. On va commencer avec Amélie de Montchalin dans sa circonscription de l'Essonne, la 6e circonscription. 46,3% selon notre estimation. Elle est battue par le candidat de la NUP, Jérôme Guedj, 53,7%. Il y a aussi la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, dans le Pas-de-Calais, battue de justesse, 49,9% par la candidate RN, Christine Engrand, 50%. Son entourage parle de 56 voix de différence. Et puis on peut citer aussi la secrétaire d'État en charge de la mer, Justine Bénin, en Guadeloupe, qui est battue là encore par un candidat de gauche, Christian Baptiste, 58,6% contre 41,3%. Benjamin, il y a aussi des cadres de la Macronie, des personnalités très proches d'Emmanuel Macron qui ont été battus ce soir. Oui, à commencer par Richard Ferrand, le président sortant de l'Assemblée nationale, dans son fief du Finistère, 49,1%. Il est battu, ce proche d'Emmanuel Macron, par Mélanie Thomas, 50,9%, la candidate de la NUP. On peut parler aussi de Christophe Castaner, qui était le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Il est battu là encore par un candidat de la NUP, ce proche d'Emmanuel Macron, ancien ministre, battu 51,4% contre 48,5%. Et puis je termine par un questeur de l'Assemblée nationale, ce qui est un poste important quand même pour La République En Marche. C'est Florian Bachelier, dans l'Ille-et-Vilaine, 8e circonscription. Il est battu nettement 42,1% contre 57,9% au candidat de la NUP, Mickaël Boulou. Merci Benjamin. On va continuer de vous faire vivre tous ces résultats en direct, évidemment, 21h38. Le débat juste avant cette présentation était le suivant. Cette assemblée qui s'annonce, est-elle gouvernable ? Va-t-on assister à une 4e République, dans la 5e République, dans les mois qui viennent ? En tout cas, une autre version de la 5e République qu'on connaît, ça c'est certain. C'est une figure inédite. Beaucoup de gens, avant ce scrutin, s'inquiétaient de la représentativité de cette Assemblée. On peut peut-être considérer qu'elle est devenue un peu plus représentative du jeu politique. Mais vous savez, l'autre critère des modes de scrutin, en dehors de la représentativité, c'est l'efficacité. On va peut-être s'apercevoir qu'une configuration comme celle-là est moins efficace. La question qui était posée, enfin d'ailleurs dans la bouche de François Ruffin, c'était pas une question, c'était une affirmation. Le pays est bloqué. On ne le sentait pas d'ailleurs particulièrement inquiet de ce blocage, François Ruffin. Il avait l'air plutôt de s'en satisfaire et même éventuellement il se disposait à y contribuer parce qu'on ne l'a pas senti très force de proposition, mais plutôt force d'opposition très claire. Donc oui, il y a potentiellement un blocage qui peut aboutir au fait que sur aucun texte très important, le gouvernement d'Emmanuel Macron ne parviendrait à former une majorité et donc à faire adopter le texte en question. Là, nous serions proches de la paralysie. On aurait un gouvernement et une assemblée qui expédieraient les affaires courantes. Et de ce point de vue-là, comme disait Renaud tout à l'heure, ça ressemblerait à une solution provisoire. Pour autant, le scénario de la dissolution paraît particulièrement aventureux. Alors on sait que la dissolution de Jacques Chirac en 1997 a laissé des mauvais souvenirs. Dans une configuration comme celle-là et après un revers aussi cinglant que celui d'aujourd'hui, on imagine mal le président de la République se préparer, même si c'est pour dans un moment, à tenter un pari aussi fou que celui de faire une dissolution, parce qu'une deuxième défaite signifierait son propre départ. Mais c'est le pays qui est en jeu. Et puisqu'on parle du président, juste un dernier mot, ce à quoi nous assistons ce soir, et qui est vraiment historique, c'est un véritable tête-à-queue électoral et politique, un président qui a été bien réélu il y a 7 semaines, et qui se retrouve dans une telle position. Ça signifie en fait la relégation de l'élection présidentielle par rapport à l'élection législative. On a le sentiment que pour la première fois, les Français n'ont plus considéré que l'élection présidentielle était l'élection reine, puisque aujourd'hui, ils ont infligé un vrai désaveu politique au président. Marine Le Pen, juste un mot, c'est une réélection face à Marine Le Pen. Donc c'est pas la même. Quand même. Non mais d'accord, mais ça s'appelle un peu un vote forcé. Donc il y a malaise derrière. Et voilà la traduction de Marine Le Pen élue avec 61% des voix. À la question « Faut-il changer de Premier ministre ?», écoutez la réponse de Marine Le Pen. C'est son choix. Je ne suis pas sûr qu'un autre Premier ministre changerait grand-chose, mais ce qui est sûr, c'est que l'ensemble des ministres qui ont été battus devraient faire réfléchir Emmanuel Macron. Mais ces résultats, globalement, devraient le faire réfléchir.
et le faire changer radicalement de politique. Est-ce que vous pourrez être une opposition poil à gratter, comme l'ont été les 17 députés insoumis sous le quinquennat précédent? Mais nous, on ne sera pas une opposition paquet de nouilles et choses comme ça. On n'est pas là pour faire le cinéma, on est là pour faire un travail de fond. La confiance que les électeurs ont exprimée à notre égard nous oblige au sérieux, évidemment, et nous oblige à une véritable efficacité et pas seulement à des effets de manche. Oui, Aix, elle a gagné, je crois. Aix, oui. Elle a gagné. Tout à l'heure, voilà. qu'elle avait gagné. Président de groupe. Marine Le Pen qui s'exprimait. Il y a un petit rendez-vous qui, je pense que déjà Emmanuel Macron va contourner, c'est le vote de confiance qui souvent succède au discours de politique générale qui sera prononcé par un Premier ministre dont on ne sait pas encore exactement le nom. Mais c'est vrai que sous la Ve République, à plusieurs reprises, les gouvernements ont décidé de ne pas organiser ce vote de confiance quand on a une majorité fragile, et ce soir elle l'est. Effectivement, on évite de donner des bâtons pour se faire battre. Encore une fois, dans l'idée des macronistes, ça ne posait pas de problème à l'origine. On avait une petite promenade de santé, discours de politique générale début juillet, vote de confiance, et c'était reparti pour les réformes. Eh bien, je reprends mon expression de tout à l'heure, c'est pas la même limonade en tout cas, ce qui était prévu. En tout cas, sur la limonade, peut-être qu'on aura un petit peu une idée du goût, parce que je retiens ce que dit Arlette Chabot, c'est quand même qu'on attend ce que va dire le président. Parce qu'en réalité, c'est une forme de vote sanction contre le président. Et en réalité, il n'a pas convaincu, il n'a pas fait assez campagne, il s'est trompé d'analyse sur quelles étaient les tendances. Et le peu de campagne, c'est à lui de répondre à ce vote croisé RN-LFI, enfin RN-NUP contre lui. C'est la réponse au tarmac. Une petite musique quand même ce soir, si on a bien écouté Olivier Véran tout à l'heure, Olivia Grégoire, le verbe composé, on a l'impression que se dessine un discours du camp macroniste qui est nous allons commencer à gouverner. Après tout, nous avons une majorité relative. Nous allons commencer à gouverner. Nous allons essayer de présenter des textes qui sont utiles aux Français et on verra bien qui va les voter. Sous-entendu, on verra bien qui va s'y opposer et qui va faire le blocage à l'Assemblée nationale. Donc il y a une espèce de logique un peu, nous sommes les constructifs et on verra comment sont les autres. Il est 21h44 et nous nous le sommes dit tout à l'heure, on attend toujours la réaction d'Elisabeth Borne, la Première ministre. Sachez qu'elle est toujours dans le bureau d'Emmanuel Macron, devant le palais de l'Élysée. Bastien Auger est présent depuis tout à l'heure. Alors c'était un tête-à-tête. Bastien, on a l'impression que c'est en train de se transformer en réunion de crise. Oui, alors c'était pas forcément un tête-à-tête puisque dès le début, il y a aussi des conseillers d'Emmanuel Macron, des cadres de la majorité qui sont là, eux aussi toujours à l'Élysée. Mais ce qui est vrai, c'est que cette réunion, elle dure bien plus longtemps que prévu puisqu'on nous avait dit au début qu'Elisabeth Borne devait rester ici jusqu'à environ 20h. Donc ça fait plus d'1h30 de retard par rapport à ce programme initial. Donc ça dure, oui. Emmanuel Macron, sa première ministre et leurs conseillers sont en train d'analyser les résultats et puis de préparer aussi la réponse politique à cette situation extrêmement délicate pour le président de la République. On a vu les premiers éléments de langage qui circulaient sur la nécessité de quand même continuer à avancer, à réformer. Mais très concrètement, comment va faire Emmanuel Macron pour pouvoir faire passer des textes à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il va aller chercher, essayer d'avoir une alliance avec les Républicains, comme le proposent certains au sein de la majorité? Est-ce qu'il vaut mieux essayer de chercher des majorités texte par texte, au cas par cas, comme le préférerait d'autres? Cela fait partie évidemment des discussions qui sont toujours en cours en ce moment même et qui risquent de durer aussi au sein de la majorité dans les jours qui viennent. Merci beaucoup Bastien Auger. Donc on a vu derrière vous le pupitre vide sur lequel on attendait Elisabeth Borne. Ça, voilà. C'est à Matignon. Et on a cette image depuis 20h. Pour la coulisse, on attend toujours la Première ministre. Visiblement, elle voulait s'exprimer. C'est un micro du palais de l'Élysée. Sauf erreur de ma part, c'est Matignon. Mais on va demander la précision, puis on vous le dira tout de suite. Bien sûr. Parce que Bastien était devant le palais de l'Élysée. En tout cas, voilà. Le jardin. Ce magnifique jardin de Matignon, peut-être le plus grand de Paris. On voit bien l'extrême difficulté à intervenir pour le pouvoir en place ce soir. Comment Mme Borne, Première ministre en sursis, Première ministre d'une majorité battue, et battue très nettement, ça n'est pas simple de s'exprimer pour elle, car est-ce à elle de dire qu'on a entendu le message des Français? Non, ce n'est pas à elle de le dire. C'est le rôle du président de la République dans nos institutions. Du coup, là, il y a ce décalage, cette dissociation qui fait que si elle dit quelques mots, ce sera assez tard dans la soirée et simplement, probablement, pour prendre acte des résultats et dire qu'on travaille là-dessus.
Le problème, Emmanuel Macron, c'est lui quand même qui a le problème principal, car son thématique est simple, donnez-moi une majorité pour agir. Petit 1, il n'a pas de majorité, et deuxièmement, plus il demandait une majorité pour agir, et moins les Français avaient envie de lui donner cette majorité pour agir. Tout simplement parce que les réformes qu'il proposait aux Français, et je pense en particulier à la retraite à 65 ans, qui a été l'élément fondateur de la dissociation entre le président et les Français de ces élections, car c'est la hantise de l'électorat populaire. C'est ce qui a fait gagner tant et tant de députés du Rassemblement national ce soir. Et pourtant une mesure emblématique de droite. Et on dit aussi depuis tout à l'heure que non, la France n'est pas à gauche, elle est à droite. Donc tout ça est très complexe. Mais le RN est un mélange complexe. À la personnalité d'Emmanuel Macron. Elle n'est pas à droite sur la retraite à 65 ans. Sur le régalien, elle est à droite. Sur le régalien, elle est à droite. On se dit que le texte sur les retraites pourrait être l'un des rares textes présentés par la majorité relative d'Emmanuel Macron qui pourrait être voté par ce Parlement-là. Mais si finalement il revoit vers le voterait. Oui, mais ça dépend du texte qu'il propose. Juste un mot pour vous signaler qu'on a un QR code, mais qui vient de disparaître, de manque de bol, sur la gauche. Et ça vous permettra, avec votre iPhone, de savoir votre résultat, le résultat de votre circonscription. Voilà. Ça marche avec tous les téléphones. Voilà, même tous les téléphones, pardon. C'est très pratique, ça marche très bien. C'est vrai, sur votre smartphone, pardon. Sur votre smartphone, vous pouvez avoir le résultat de votre circonscription et sur le site TF1 Info. Il est revenu, merci. Voilà, et donc vous pourrez l'utiliser. Non, très, très rapidement. De toute façon, pas très rapidement. Prenez votre temps. Quoi que dise Elisabeth Borne, il faut se dire qu'elle sera infusible. On ne peut pas passer l'avant-campagne à dire que le réel chef de la majorité, c'est Emmanuel Macron, qu'il a non seulement les cartes en main, le nez dans les cartes, qu'il regarde les circonscriptions lui-même, et ensuite faire porter à Madame Borne l'ensemble de la responsabilité. Si elle était amenée à partir, en fait, elle en porte qu'une toute petite part, vraiment minuscule. Et l'homme qui porte tout ça reste et restera Emmanuel Macron. Quel profil pour le futur Premier ministre avec ce type d'assemblée-là, évidemment, parce que là, on a besoin d'un fin politique. Et on a besoin d'un leader politique et l'Assemblée en manque cruellement. C'est-à-dire qu'à part Marine Le Pen, les personnalités de poids dans l'Assemblée nationale, Édouard Philippe y est-il ? Bertrand, Copé, Wauquiez, y sont-ils? Non. Bayrou n'y est pas. Non. Donc on a une situation... Un nouveau résultat, une estimation à cette heure-ci, avec Stanislas Guerini qui serait réélu avec 51,3%. Estimation bien sûr, mais enfin relativement large. Et spécificité de Paris qui s'accentue. Paris, c'est le contraire de la province ce soir. D'abord, il n'y a pas d'électeurs RN pour aller voter, pour battre les candidats macronistes, ils sont très faibles. Et deuxièmement, il y a une sociologie particulière, une position pro-européenne beaucoup plus forte qu'ailleurs. Et donc, les surprises que les macronistes espéraient de tous leurs vœux se produire sur l'ensemble du pays, ils les trouvent à Paris, peut-être dans les Hauts-de-Seine, les Yvelines, et ça n'ira guère au-delà. Voilà, avec la même rupture entre les métropoles et la périphérie, peut-être. Il faudra regarder. Alors les métropoles, en revanche, je vois par exemple Florian Bachelier, député de Rennes. Questeur de l'Assemblée, écrasé, qui est dans il vient des socialistes, écrasé dans une circonscription de gauche, parce que là, à Rennes, qui est très à gauche, le fait de se présenter macroniste, vous avez été élu en 2017 en croyant que la Macronie, c'était le centre-gauche, vous êtes pulvérisé en 2022 parce que la Macronie ne s'est pas révélée vraiment être le centre-gauche. Et un mot sur la sociologie électorale. J'ajoute effectivement qu'un cas emblématique, Sacha Houlier, député macroniste de la première heure dans la Vienne, le Poitiers a voté largement pour la NUPES, et si ce soir il est réélu à 51%, ça est à l'arraché, voix par voix, c'est grâce aux zones rurales et à la périphérie, parce qu'effectivement, on a besoin de sa voiture, on a besoin des transports, et dans ce cas-là, le slogan de NUPES compte moins. Le centre des métropoles, c'est NUPES, sauf à Paris, et ceux qui sont réélus, qui sauvent leur poste, c'est grâce aux zones rurales. Il faudra donc un fin politique pour diriger ce gouvernement et faire face à cette Assemblée. Sur les équilibres à l'intérieur du gouvernement, on a vu quelque chose de très particulier après la présidentielle, c'est que les très proches de Macron se sont arrogés une grande partie des postes. Est-ce que ça va devoir changer aussi? Est-ce qu'il va falloir composer aussi à l'intérieur même du gouvernement, et de quelle manière et avec qui?
Non, pas forcément. La caractéristique d'être proche du président de la République n'est pas pour autant devenue un handicap ce soir. J'ai presque envie de dire au contraire. Emmanuel Macron va vouloir composer un gouvernement en qui il est toute confiance. En revanche, il va y avoir des équilibres politiques intéressants à l'intérieur de ce gouvernement. Il va falloir satisfaire davantage qu'il ne l'a été François Bayrou. Donc il va falloir lui donner quelques places importantes. Il va falloir également satisfaire Édouard Philippe, qui peut jouer un rôle potentiellement important. Mais ils ne sont pas à l'Assemblée. Oui, mais politiquement, ils ont un rôle très important à jouer pour consolider cette majorité relative, très relative. Donc là, il va falloir faire des gestes. Peut-être même, soyons fous, aller chercher en dehors de ce qui est la majorité politique, encore une fois, majorité relative, mais ça s'appelle majorité quand même, d'Emmanuel Macron. Donc peut-être d'autres personnalités. À qui, Hervé, par exemple Pardon ? Vous pensez à qui? Je ne sais pas, mais non, je pense à des élus locaux importants qui peuvent être de centre-gauche ou de centre-droit. Ça, peut-être pour consolider un gouvernement, ça pourrait lui être utile. Tout ça va être obligé de se jouer. Si on parle de l'arithmétique, je pense que dans l'opposition aussi, l'arithmétique va être très importante. Et notamment dans la nuit, il va y avoir une manière particulière de scruter le nombre de députés pour la France insoumise à l'intérieur de la NUPES. Pourquoi ? Parce qu'en fonction du nombre de députés qu'aura Marine Le Pen et le Rassemblement national, on verra quel sera le premier parti d'opposition. Ça, c'est pas joué. Évidemment, si on compte la NUPES comme une coalition, c'est la première force d'opposition. Mais comme Jean-Luc Mélenchon a eu peut-être la naïveté d'annoncer que chacun pourrait faire son propre groupe, peut-être que le premier groupe d'opposition demain matin, ce ne sera pas la France insoumise, mais peut-être que ce sera le Rassemblement national. Puisqu'on en est juste au problème de casting, qui va présider cette Assemblée? Parce que comment on fait? C'est une très bonne question. C'est un vote à la majorité. Un macroniste. C'est un vote à la majorité. Car au troisième tour de scrutin, c'est la majorité relative. C'est ça. Et donc, c'est le groupe le plus important. Jérôme Richard Ferrand était très proche du président de la République. Il est battu. Exactement. Il est battu. Il faut un politique expérimenté qui, en plus, puisse parler à beaucoup. Et ça va être très difficile de trouver parmi les élus d'aujourd'hui, puisqu'on a dit qu'il n'y avait pas de tête politique. Ah, vous avez un candidat? Moi, j'en ai pas de réponse parce qu'il y avait une candidate qui, en fait, avait envie d'être présidente de l'Assemblée et qui vient d'être élue. Yael Braun-Pivet. Pardon, ça tombe juste à ce moment-là. Et à 60%, 61%. Dans les Yvelines. Dans les Yvelines, évidemment. D'accord, bien sûr. Mais enfin, après, voilà. Oui, d'accord, enfin, elle est à 61%. Elle va être à l'Assemblée et elle sera sans doute candidate. Moi, je vous le dis. Alors, elle a été ministre. Vous avez posé une question, ça tombe bien, on a une réponse. Pour parfaire ce que dit Ruth Elfrieff et égayer nos téléspectateurs, elle a été envoyée au gouvernement pendant un mois pour ne pas occuper la fonction de présidente de l'Assemblée que maintenant il peut espérer récupérer. Peut-être. Préférera-t-elle rester au gouvernement? On verra bien, mais en tout cas, ça tombait juste à ce moment-là, donc je vous donne le résultat et on verra bien. On dit ce que disait Hervé tout à l'heure, est-ce à dire, parce que généralement il est attribué au principal parti d'opposition, que la commission des finances pourrait échoir à quelqu'un du RN, du Rassemblement national? Oui. Je vais juste donner un petit détail. Yael Braun-Pivet est une femme. Et on avait dit que si... Bien sûr. Merci Hervé. Si une femme préside l'Assemblée nationale, ça n'oblige pas Emmanuel Macron à choisir un Premier ministre femme, comme il va peut-être devoir choisir un nouveau Premier ministre, éventuellement, eh bien ça élargit son champ. Je voulais juste signaler ça. Peut-être une bonne nouvelle pour Emmanuel Macron. Sur la question de la commission des finances. Alors, pardon, je vous passe la balle. Premier test pour la solidité de la NUPES. Parce que si la NUPES vote ensemble avec une seule candidature commune pour la présidence de la Commission des finances, ce candidat ou cette candidate ne peut pas être battu. En revanche, s'il y a liberté de vote, à ce moment-là, quelqu'un d'autre peut passer devant. Le règlement de l'Assemblée prévoit qu'un membre de l'opposition doit être désigné président de la Commission des finances et chaque groupe politique doit se situer dans la majorité ou dans l'opposition. Donc, dans cette affaire, le problème, c'est que pour éviter un président de la Commission des finances insoumis, les députés macronistes sont prêts à participer au vote du président de la Commission des finances. Mais ce que vous dites est intéressant, c'est effectivement qui sera le groupe le plus important quand on fera les décomptes finaux. Et là, il va y avoir le rôle, pas très clair pour les instituts de sondage jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce soir, des députés d'outre-mer, qui très classiquement sont étiquetés divers gauche, mais peuvent rentrer dans un groupe ou dans un autre et certainement pas
me semble-t-il, au groupe du Rassemblement national pour les divers gauches d'outre-mer. On dit déjà qu'il pourrait aider les communistes Beaucoup. à se former. Alors d'abord, classiquement, ils aident les communistes. Et s'il y avait 2 députés de moins pour la France insoumise par rapport au Rassemblement national, je subodore qu'on trouverait 3 députés d'outre-mer pour avoir un député de plus. Alors, un mot pour dire que du côté des communistes, Fabien Roussel a été largement élu, juste au passage. Mais les députés d'outre-mer, vous vous souvenez, sous Michel Rocard, avec une majorité relative, ils ont été extrêmement utiles et intéressants pour un gouvernement qui allait régulièrement chercher... Il ne manquait que 14 sièges. C'est sûr. La là, majorité, c'est vrai que c'est bien... Là, il fallait négocier. Mais il fallait négocier. Il y avait 49. Et il y avait aussi beaucoup de non-inscrits, une quinzaine de mémoire. Et on était dans une époque où la vie politique était beaucoup moins radicale qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les blocs que nous avons sont des blocs vraiment qui se sont constitués sur l'opposition à Emmanuel Macron. Donc, ce sera beaucoup plus difficile d'exercer des talents de négociateur comme feu Guy Carcassonne le fit à l'époque de Michel Rocard. Mais ce soir, la question, une fois de plus, des ressources humaines en Macronie pour Emmanuel Macron est essentielle. Déjà, on a dit pendant 5 ans qu'il manquait de ressources humaines et qu'il manquait de poids lourds. Imaginez ce soir la soirée cauchemardesque pour Emmanuel Macron. Richard Ferrand, président de l'Assemblée, battu. Christophe